Je me réjouis personnellement beaucoup de la sortie de cette note sur l'artificialisation des sols, qui démontre, d'ailleurs, c'est un de ses premiers mérites, mais qui démontre à quel point ce sujet pourtant très, très largement débattu depuis plusieurs années maintenant, à quel point ce sujet mérite qu'on s'y repenche, qu'on y réfléchisse pour arriver vraiment à des solutions audacieuses et des solutions qui correspondent au défi tel qu'il est posé. Donc, je remercie vraiment Julien, que je salue, qui est là, Julien Foss, qui a animé ce groupe de travail, et, disons, est le principal auteur de cette note. Je remercie aussi évidemment les deux grands témoins qui ont accepté, vous le savez, de contribuer à notre réflexion de cet après-midi, donc Guillaume Saint-Denis, que chacun connaît aussi, qui est maître de conférence à l'École Polytechnique et à Sciences Po, et d'autre part d'Arnaud Bouteille, qui est membre de l'association Foncier en débat, et qui peut-être complétera sa présentation lors de sa première intervention. Je vous propose que nous organisions le débat de la façon suivante, d'une brève introduction de Julien de 5-6 minutes pour présenter le diagnostic. Beaucoup de gens le connaissent, mais il y a quand même quelques points, je pense, qui seraient très intéressants de souligner. Et puis ensuite, nous prendrons les deux principales questions que pose ce rapport et qui figurent d'une certaine façon dans les propositions. La première question, c'est le lien entre artificialisation et habitat, qui est trop rarement posé et que cette note pose, je trouve, remarquablement, et sur la base des deux premières propositions qui figurent donc dans la partie proposition de cette note. Et dans la deuxième partie, nous discuterons, si vous en êtes d'accord, de la logique éviter, réduire et compenser applicable et la façon dont ça pourrait être appliqué à ce sujet de l'artificialisation des sols. En introduction, je dirais en un mot, quel est le diagnostic? D'abord, on voit bien que ce sujet a certes fait l'objet d'un certain nombre de dispositions dans la récente loi climat et résilience, mais on voit bien que ce sujet continue à agiter des débats et que les logiques ne sont pas encore suffisamment audacieuses pour résoudre le problème ou penser qu'on va pouvoir le résoudre. Je note d'ailleurs l'actualité du sujet, puisque vous l'avez vu le week-end dernier, il y a eu un certain nombre de manifestations sur ce sujet, alors certes sur des objets très précis et concrets, mais qui ont en tout cas le mérite de sensibiliser l'ensemble de la population à ce sujet de l'artificialisation des sols, qui est un vrai sujet majeur pour l'évolution de notre société et donc qu'il faut appréhender totalement. Donc je crois vraiment qu'il est très important que ce sujet soit réabordé, et il est très important en particulier que ce sujet soit réabordé sur la base de la réalité de ce qui fait l'artificialisation, y compris des choses qui ne sont pas forcément agréables à entendre, en tout cas qui méritent débat, et qui sont par exemple les problèmes de l'habitat, les problèmes par exemple des logements vacants dans notre société, qui est un sujet même absolument extravagant quand on y pense, du nombre de logements vacants. Et donc, je pense que cette note, de ce point de vue-là, aborde vraiment les sujets, peut-être pas tous les sujets, mais une bonne partie des sujets structurels qui se posent à l'occasion de cette question de l'artificialisation. Et donc, j'en remercie vraiment encore Julien et l'ensemble du groupe de travail qui a travaillé pendant plusieurs mois sur ce sujet. Alors, je vous rappelle une dernière chose, c'est que cet atelier s'inscrit dans la démarche de co-construction citoyenne que nous avons systématiquement dans le cadre de nos notes. Donc, il y a cette première version de la note, mais que l'atelier est là pour ouvrir le débat sur un certain nombre de sujets, y compris sur les propositions, et que donc, ce qui vous est demandé dans cet atelier, c'est vraiment d'intervenir pour donner votre point de vue, pour, y compris, faire des propositions de modification, voilà, donner votre point de vue, sachant que vous comprenez bien, sur 1h30, il est évidemment essentiel que chaque intervention soit extrêmement courte, pas plus d'une heure, pas une intervention d'une heure, pas plus d'une minute ou deux, pour que chacun puisse vraiment intervenir dans de bonnes conditions. Donc, essayez de concentrer vraiment votre intervention sur une ou deux idées qui vous paraissent importantes, sachant qu'ensuite, vous le savez, vous avez la possibilité de contribuer à la note par le biais de propositions, de modifications, d'amendements, de suggestions d'amélioration que vous faites soit sur le site de la Fabrique écologique, soit tout simplement en mail adressé à la Fabrique écologique, sachant que la note définitive sera ensuite publiée d'ici 2 à 3 mois en fonction de vos suggestions.
Voilà, merci donc à tous de votre présence et passe la parole à Julien pour une présentation relativement courte du diagnostic. Merci Géraud, et merci encore à nos membres du groupe de travail qui ont accepté de participer à cet exercice qui était un peu compliqué. Notre objectif étant vraiment d'essayer d'apporter un peu, enfin, des éléments complémentaires à ce qui a déjà été écrit, et Dieu sait, sur le sujet. Dans les éléments diagnostiques, il y a d'abord une question de définition qui est centrale. La définition a été précisée très récemment de l'artificialisation dans la loi climat résilience. Aujourd'hui, on a une définition réglementaire. L'artificialisation des sols, c'est la transformation d'un sol naturel, agricole ou forestier par des opérations d'aménagement pouvant entraîner une imperméabilisation partielle ou totale. Cette définition jusqu'alors n'existait pas, elle permet d'éclairer le débat, elle pose un certain nombre de questions, puisqu'elle implique en creux de définir ce qu'est l'imperméabilisation, donc elle ouvre d'autres questions complémentaires aux éléments qu'elle éclaire, mais voilà, c'est une contribution à la définition du sujet. Dans les éléments de diagnostic, il y a les impacts environnementaux de l'artificialisation sur l'environnement, qui sont aujourd'hui bien connus, impact sur la biodiversité par l'éclatement des écosystèmes, impact sur le carbone, les émissions de gaz à effet de serre en limitant les possibilités de séquestration de carbone dans les sols, et puis autre impact notamment sur le ruissellement des eaux, avec des facteurs de contribution au risque d'inondation qui sont non négligeables. Donc les impacts environnementaux de l'artificialisation des sols sont bien connus. La mesure et la quantification de ces impacts et la mesure et la quantification du processus d'artificialisation, eux, sont beaucoup plus difficiles et délicats à conduire. Il y a une question d'instrumentation. On a aujourd'hui 3 méthodes différentes de mesure de l'artificialisation des sols. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais qui conduisent à des chiffrages très variables. On est entre 16 000 et 17 000 hectares par an jusqu'à 60 000 hectares par an en fonction de la méthode qu'on utilise. Donc, on voit qu'on est un facteur 1 à 4, ce qui n'est pas négligeable. Donc, cette question, la définition de l'instrumentation de la mesure est vraiment indispensable à préciser si on souhaite mettre en œuvre des instruments de lutte contre l'artificialisation qui soient pertinents et efficaces. Et ensuite, il y a la question de l'évaluation des déterminants, des facteurs qui sont responsables de cette artificialisation. Et là, on a des éléments de diagnostic qui sont un peu plus consensuels. Premier élément de diagnostic, c'est qu'on artificialise globalement plus en France que dans d'autres pays européens. Quand on rapporte les surfaces artificialisées à la densité de population, on se rend compte qu'on est dans une situation en France supérieure à celle qu'on observe chez nos grands voisins européens. On est aux alentours de 41 km² pour 100 000 habitants en France. On est en dessous de 30 au Royaume-Uni, en Italie, aux Pays-Bas, etc. Donc, on voit qu'on a un différentiel qui est quand même assez significatif. Et ensuite, sur les causes de cette artificialisation, on se rend compte que le premier facteur, c'est la construction, c'est l'habitat, collectif ou individuel, et ensuite les infrastructures de transport qui sont le plus souvent liées à ces zones d'habitation. Tout ce qui est zone commerciale, tout ce qui est zone industrielle, bâti agricole, fait partie donc des facteurs qui expliquent l'artificialisation, mais dans une moindre mesure. Et c'est vraiment aujourd'hui la construction d'habitat qui explique une majorité, une part non négligeable en tout cas, des phénomènes d'artificialisation qui sont observés en France. En ce qui concerne les autres éléments de diagnostic, pour ne rien oublier, on a une répartition de l'artificialisation qui est très hétérogène sur le territoire. Donc sans surprise, plus d'artificialisation dans les zones où on a beaucoup de densité de population importante dans les métropoles. Importance également de l'artificialisation sur les zones côtières, dans les zones touristiques. Et là, c'est peut-être une particularité qu'il faut essayer d'adresser, de prendre en considération de manière plus importante. Et l'autre élément important dans le diagnostic, c'est une spécificité française qui est la part non négligeable des logements vacants, notamment des résidences secondaires, qui explique ou qui peut expliquer une bonne partie de cette artificialisation des sols. Et ça, c'est une spécificité française, c'est-à-dire qu'on a un taux de vacance de logement qui est significativement plus important en France que chez nos grands voisins européens. Enfin, un dernier élément très rapide de diagnostic qu'on peut évoquer, c'est la capacité, entre guillemets, de réparation de l'artificialisation.
Quand on a détruit un sol en termes de fonctionnalité biologique, c'est très difficile de les reconstituer. Il faut plusieurs siècles pour reconstituer les épaisseurs les plus superficielles des sols et leur permettre de recouvrer leur fonctionnalité biologique proche de celle qu'on peut observer dans la nature. On a néanmoins des processus de réparation qui sont possibles, c'est tous les dispositifs de renaturation qui sont évoqués dans la note et qui font partie des solutions. C'est une réparation qui est partielle, mais qui peut apporter des éléments, on va dire, d'amélioration de la situation non négligeable. Cette renaturation présentant un inconvénient aujourd'hui, non négligeable là aussi, c'est qu'elle est relativement coûteuse et qu'on n'a pas encore su développer de modèles économiques permettant d'avoir une renaturation bon marché, qui soit facile à mettre en œuvre. Et donc, au-delà de la question technique, la question du modèle économique sous-jacent reste posée. Voilà, j'en dirai pas plus parce que ce sont des éléments de diagnostic qui ont déjà été abordés largement dans tout un tas de rapports, mais c'était important, je pense, de remettre ça en débat pour, voilà, pour initier les échanges, sachant que ces éléments de diagnostic ont vraiment fondé les propositions qu'on a pu faire au sein du groupe de travail sur l'artificialisation. Merci beaucoup, Julien. Tu l'as dit, ces éléments diagnostiques ont été assez largement développés dans plusieurs documents, plusieurs autres rapports, même s'il y a une focalisation légitime sur la réalité des sujets de l'artificialisation qui est l'habitat et l'urbanisation. Bon. Mais ce que je vous propose du coup, c'est que si un certain nombre d'entre vous ont des remarques, soit d'erreurs qui pourraient figurer dans le rapport, soit de discussions sur le diagnostic lui-même, ils puissent les faire passer par mail, donc à la fabrique écologique, et qu'on passe tout de suite peut-être aux choses les plus importantes et intéressantes, qui sont les propositions. Et donc, Julien, je te repasse la parole pour que tu présentes les deux premières propositions, en gros, sur artificialisation, urbanisme et habitat. Alors, dans les éléments de diagnostic qu'on a essayé un peu de creuser, il y a la dimension psychologique et sociale de l'artificialisation qui, pour le coup, est une nouveauté ou un peu innovant par rapport à d'autres rapports. Ça a été aussi une difficulté parce qu'on n'a pas beaucoup de littérature sur cet élément-là, mais si on veut lutter contre l'artificialisation des sols, il nous semble indispensable d'essayer de construire un récit positif autour de la densification, c'est-à-dire sortir un peu de cette logique qui a été privilégiée et soutenue depuis maintenant une quarantaine d'années, qui consiste à mettre en avant le pavillon familial de plein pied avec le petit jardin, ce qui a présenté un certain nombre d'intérêts historiquement, mais qui aujourd'hui se trouve un petit peu mis en porte-à-faux avec cette nécessité de limiter l'artificialisation des sols. Donc, comment on construit un récit positif autour de modes de logement, d'habitat collectif qui soient plus denses? Comment on essaye de sensibiliser les familles et les élus locaux à l'intérêt d'avoir des modes un petit peu plus concentrés, un petit peu plus denses. Alors, il y a une question d'information, bien évidemment. Ça peut être une information des familles, ça peut être une information des élus sur les bénéfices qu'il peut y avoir, y compris en termes économiques, lorsqu'on a des logements un petit peu plus denses, parce qu'on a des réductions de coûts sur un certain nombre d'infrastructures, parce qu'on a, dans un certain nombre de cas, eh bien, un accès facilité ou renforcé eh bien, à des modes de transport en commun qui sont bénéfiques. On sait que le coût de l'essence, des carburants va sans doute être amené à augmenter, à renchérir dans les années à venir l'utilisation de la voiture individuelle et donc avoir des modes de logement collectif qui rapprochent des transports en commun peut être un élément présenté positivement. L'autre élément important dans cette sensibilisation des acteurs impliqués dans le phénomène d'artificialisation, c'est une meilleure association des parties prenantes au processus de décision, notamment au processus d'élaboration des plans locaux d'urbanisme, donc à l'échelle communale, mais aussi à l'échelle intercommunale. On a sans doute des procédures de démocratie participative, d'association des corps constitués, des corps intermédiaires, au processus de planification qui mériterait d'être renforcé pour mieux inclure cette nécessité d'avoir une logique de sobriété foncière aux échelles communales et intercommunales.
On a quelques pistes qui sont évoquées dans la note, qui peuvent être sans doute améliorées, mais voilà, mettre en dialogue ces questions d'artificialisation lors de l'élaboration des PLU, PLUI ou à l'échelle régionale des SRADET, ça fait vraiment partie des éléments qui permettront sans doute de construire un récit positif ou en tout cas donner une image plus positive eh bien, au logement collectif, au logement plus dense. Le deuxième élément important à essayer de privilégier pour lutter contre cette artificialisation des sols, c'est d'essayer de construire, on va dire, les moyens de faire du foncier un bien commun, d'appliquer au foncier cette logique de commun. Donc, il y a plusieurs pistes qui peuvent être envisagées, au-delà de la concertation, au-delà des procédures de démocratie participative, d'association des citoyens à l'élaboration des instruments de planification. On a aujourd'hui un certain nombre d'instruments nouveaux qui peuvent être utilisés pour avoir une gestion plus et mieux partagée du foncier. On cite notamment dans la note les organismes fonciers solidaires qui peuvent être une solution. Le sol restant la propriété de la communauté et seuls les logements, les murs construits sur ces sols étant vendus et étant donc partagés donc, par des propriétaires ou copropriétaires, ça peut être un moyen de créer ou de renforcer le dialogue entre eh bien, les élus locaux et les propriétaires. Et puis on a d'autres dispositifs qui peuvent être envisagés, et notamment des dispositifs fondés sur l'utilisation de référentiels de bâti qui vont vraiment tenir compte des enjeux d'artificialisation. On peut imaginer que demain, les labels de construction qui sont de type haute qualité environnementale intègrent beaucoup plus la dimension de l'artificialisation, la dimension de l'utilisation sobre du foncier pour avoir un logement qui soit le plus respectueux possible de l'environnement. Voilà très rapidement ce qu'on pouvait dire sur ces deux volets de propositions qui sont dans la note. Construire un récit positif autour d'un foncier plus dense, de logements plus denses et donc d'un foncier mieux partagé, et puis mieux utiliser un certain nombre d'instruments qui aujourd'hui existent ou sont utilisés de manière assez confidentielle pour construire en fait un mode d'utilisation du foncier qui soit vraiment centré sur la notion de bien commun. Merci beaucoup. Avant de passer la parole au grand témoin, je vous rappelle la procédure pour intervenir ensuite. Soit vous levez la main, vous savez certainement comment on lève la main sur ces Zooms, soit vous mettez un tout petit message sur la discussion en mettant intervention demandée. Voilà, et je rappelle que ces propositions sont évidemment pas exhaustives et que par exemple tout ce qui concerne, j'ai dit ça parce que Guillaume Saint-Denis va prendre la parole, que tout ce qui concerne la fiscalité, par exemple, ou les aides à la pierre, nous rappelons à quel point toute une série de mesures fiscales sont défavorables à l'artificialisation et qu'évidemment, ça mériterait d'être réformé. Voilà, je vais passer la parole à nos deux grands témoins pour 2-3 minutes pour une première réaction, sachant qu'évidemment, ils reprendront la parole au fil de la discussion. Et donc, je passe la parole à Guillaume pour 2-3 minutes sur ces premières réactions. Merci, l'intervention de Julien. Merci, Géraud. Évidemment, on ne peut pas tout commenter, mais j'insisterai sur 2-3 points qui me paraissent, de façon subjective, peut-être plus importants que d'autres. Sur le constat, je pense que le constat que l'artificialisation est plus rapide en France qu'ailleurs est très important parce qu'elle a lieu évidemment dans tous les pays, mais de façon inégale. Et donc, il y a une tendance là qui comme elle est générale, est difficile à maîtriser, mais en revanche, le fait que ce soit plus rapide en France qu'ailleurs devrait être un peu moins difficile à maîtriser que cette tendance générale. Alors, on peut s'interroger sur les raisons de cette spécificité française. Il y a certains éléments qui ont été dits. Bon, le premier, c'est que la France est un pays… alors, je ne sais pas quel est le poids de chacun, mais la France est évidemment un pays qui est moins dense démographiquement et qui a plus d'espace. Donc, ce sujet de l'étalement urbain qui est apparu, de l'artificialisation qui est apparue de façon plus précoce aux Pays-Bas ou en Allemagne, par exemple, est apparu un peu plus tard en France. En Allemagne, il y a eu un débat en 1997 au Bundestag sur le sujet avec des engagements qui ont été pris à un moment où ça n'était pas sur l'agenda public en France. Il y a un deuxième aspect qui est le problème de la décentralisation. On n'en a pas parlé. Alors, la décentralisation en tant que telle,
ne semble pas être un discriminant, parce qu'on a des pays très décentralisés, comme l'Allemagne par exemple, qui artificialisent moins, mais la façon dont la décentralisation est faite ou a été faite peut jouer. En France, par exemple, on est dans un pays où on a donné à la même autorité la planification de l'urbanisme et de l'urbanisme opérationnel, ce qui, en démocratie, est quand même un petit problème, puisqu'on n'a pas de contre-pouvoir et on n'a pas une autorité qui peut contrôler une autre. Donc, on peut avoir un cumul d'irrégularités ou de consommation excessive d'espace. Et puis, on a 36 000 communes, ce qui est le cas d'aucun autre pays. Et donc, si on donne ce pouvoir d'urbanisme à 36 000 communes, chacune a envie de se développer, d'avoir une zone d'activité, d'avoir plus de logements, etc. Et donc, c'est un peu comme l'élargissement de l'Europe. On a fait l'élargissement de l'Europe avant de l'approfondir. Et là, on a fait la décentralisation avant de regrouper les communes, en quelque sorte. Donc, c'était à peu près certain que ça donnerait un résultat difficile. Le troisième aspect, c'est la psychologie. Je rejoins tout à fait ce qui a été dit. On n'a pas réussi à vendre en France, qu'ont bien fait d'autres pays comme la Suisse ou la Grande-Bretagne ou l'Allemagne, c'est-à-dire l'urbanisme intermédiaire de petits collectifs ou d'individuels groupés, qui, quand on regarde les chiffres, économisent beaucoup d'espace pour une forme d'urbanisme qui est quand même assez désirable par rapport aux gros ensembles. C'est-à-dire qu'en fait, en France, les gens ont le choix entre grands ensembles et maisons individuelles. Donc évidemment, ils préfèrent maisons individuelles. Mais les maisons individuelles ne sont pas du tout adaptées au troisième ou au quatrième âge, qui sont des gens qui ont besoin de vivre sur un seul plan, sans escalier et avec des voisins. Et donc, comme on a une France qui va être de plus en plus constituée de troisième et quatrième âge, on a construit une structure urbaine qui, à mon avis, n'est pas adaptée à une grande partie de la population des années qui viennent. Le point sur la vacance, alors, c'est effectivement une spécificité française. C'est un phénomène récent, c'est-à-dire que jusqu'à il y a une quinzaine d'années, on avait un taux de vacances qui était à peu près celui de l'Europe, légèrement plus élevé, mais enfin pas beaucoup plus. Mais la vacance a doublé en France depuis 15 ans. Et on est aujourd'hui donc à plus de 3 millions de logements vacants, un taux de 8,5 quand on est à 4 en Allemagne, 3% en Grande-Bretagne et 1,7% en Suisse. Personnellement, je pense que l'une des raisons qui explique ça, c'est le fait que la France est le pays qui taxe le plus l'immobilier et qu'il y a un certain nombre de bailleurs qui ne remettent plus en location des logements parce qu'avec les travaux à y faire, plus la fiscalité, plus le problème des impayés, etc., ils n'ont pas envie de s'embêter pour se retrouver avec quelques centaines d'euros net à la fin du mois. Si on compare par exemple la fiscalité de l'immobilier en Allemagne et en France, ça n'a rien à voir. En Allemagne, il y a beaucoup de choses qui sont répercutées sur le locataire, le bien immobilier est amortissable, enfin, c'est très très frappant. Il n'y a pas de droit de succession sur un bien immobilier s'il reste dans la famille, etc., etc. Et puis le dernier point qui me semble quand même très important, c'est le statut très spécifique des terres agricoles en France. Il n'y a que 2 pays en Europe qui ont un statut du fermage, la France et la Belgique. Dans tous les autres pays, les loyers de fermage sont libres et ils sont en moyenne le double de ce qu'ils sont en France. Et quelquefois, on a des loyers de fermage qui vont jusqu'à 800 euros aux Pays-Bas, par exemple, alors qu'on est ou plus de 1 000 euros en Ligurie, où il y a évidemment peu de terre, alors qu'on est à 140 en France. Donc, ça, c'est le premier point. Le deuxième point sur cette terre agricole, c'est que malgré ces loyers administrés, qui sont donc la moitié des loyers de marché, donc l'État prélève 50% du revenu à la formation du revenu, et malgré ça, il taxe ces 50% comme s'ils étaient 100%. C'est-à-dire qu'on a un taux de taxation qui va jusqu'à 62,2, donc qui est très supérieur à la taxation, par exemple, du prélèvement forfaitaire unique. Ça entraîne évidemment, puisqu'on sait que la valeur d'un actif, c'est en général le cumul de son flux de revenus futurs actualisé, ça entraîne des prix des terres agricoles qui sont les plus bas de toute l'Europe de l'Ouest. On est à peu près 6 000 euros l'hectare en libre, 4 500 en loué, quand on est à 63 000, c'est-à-dire 10 fois plus aux Pays-Bas, et à 40 000 ou 50 000 en Suisse, et encore, Suisse, si on fait la moyenne, mais sur le plateau, c'est plutôt du 80-90 000. Donc, une partie de la plus-value qui est conférée à une terre agricole quand elle devient urbanisable n'est pas due au fait qu'elle devient urbanisable, elle est due au fait que son prix est sous-valorisé. Alors, bien sûr, il y aurait une augmentation de valeur, mais elle serait bien moindre si les prix de la terre agricole étaient à leur prix normal. Et le dernier élément qui concourt à l'idée que les gens ont envie de sortir de ce statut, c'est que le statut du fermage ne donne aucun droit au bailleur. Il n'a même pas le droit de protéger l'environnement chez lui, puisque le code rural s'y oppose. Donc,
Cette situation n'était pas celle-là après la guerre, parce qu'après la guerre, les loyers de fermage augmentaient un peu, le prix des terres agricoles augmentait un peu, donc le système était assez équilibré. Et c'est surtout depuis les années 70 que ça s'est détérioré. Voilà, alors, simplement un mot sur les solutions. Je suis très d'accord avec le premier axe qui est la psychologie, rendre désirable. Je pense que le mot densité est un mauvais mot, qu'il faudrait en changer parce que ce n'est pas désirable la densité, donc il y a un problème de vocable. Je suis plus hésitant sur les deux autres pistes, notamment l'idée d'un foncier commun, peut-être. En même temps, on peut aussi dire l'inverse, et notamment une des causes de l'urbanisation plus rapide en France, c'est qu'au fond, on passe d'un marché artificiel à un marché libre. C'est-à-dire que la plus-value qui est conférée à un terrain parce qu'il devient urbanisable, elle est qu'il était en dessous de sa valeur parce que le statut du fermage et les loyers réglementés faisaient qu'il était artificiellement maintenu en dessous de sa valeur. Et puis tout d'un coup, il prend beaucoup d'espace parce qu'il arrive sur un marché libre. Donc évidemment, tant qu'on aura un marché réglementé à côté d'un marché libre, il y aura forcément un saut de valeur de la valeur réglementée à la valeur libre. Et ça, ce n'est pas du tout une affaire de foncier commun. Au contraire, le statut du fermage est une forme de foncier commun. C'est plutôt valeur de marché contre valeur de marché. Mais je ne prétends pas trancher ce point, mais je pense que la question est complexe à trancher. Merci beaucoup, Guillaume, de ces éclairages tout à fait passionnants. Merci. Je vous rappelle donc que pour intervenir, vous levez la main, n'hésitez pas, hein, vous levez la main ou bien vous mettez une notation intervention demandée dans le chat. Et je passe la parole à un deuxième grand témoin pour 3-4 minutes, Arnaud Bouteille, sur le diagnostic et sur les premières propositions. Oui, bonjour, on m'entend? Très bien, très bien. Bien, juste un mot sur l'association Foncier en débat que je représente. C'est l'association qui a pris la succession de l'ADEF, l'Association pour le développement des études foncières, qui a publié pendant longtemps la revue foncière jusqu'en 2013. Hein. Donc, pour situer ceux qui connaissent un peu, avait autour de, à l'origine, Vincent Renard et Joseph Combi. Bon, je suis ici présent parce que je suis de très longue date un participant à cette réflexion au sein de l'association qui considère que les questions foncières sont au centre de questions essentielles d'économie, sociale dans notre pays. Bon. Pour autant, l'association n'a pas de doctrine, elle n'a pas de théorie. Pardon. Et je ne représente pas son point de vue, mais ce que je dirais n'engage que moi. Alors, je reviendrai, la réunion temps bref, je ne ferai pas de redite par rapport à ce qui a déjà été dit, sur lequel je souscris, notamment par Guillaume Saint-Denis, mais je voudrais juste sur le diagnostic revenir, non pas sur un point qui y est, mais un point qui n'y est pas. La note souligne de façon tout à fait judicieuse la complexité des problèmes de définition de l'artificialisation, la mesure de ses effets écologiques qui n'est pas tranchée, etc. etc. Mais on n'en tire pas toutes les conséquences, me semble-t-il, sur quel est le degré je dirais, d'urgence de la question. On a vu tout à l'heure quand même qu'une des explications au fait qu'on artificialise plus vite en France qu'à l'étranger, c'est aussi que grosso modo, par rapport aux pays auxquels on se compare, on est un pays vide. Et donc, si on compare les taux d'artificialisation aujourd'hui observés, dans la mesure où on sait les mesurer, on a vu les écarts entre les différents instruments de mesure, on voit bien qu'il y a là un facteur tout à fait décisif. Et si je pose cette question, je la pose sans y répondre, mais il m'a semblé que le rapport passait implicitement d'un constat à un degré, à une extrême urgence du traitement. Et je trouve que le lien devrait être développé. Il devrait être développé parce qu'il existe des interrogations pas absurdes sur ce sujet et qui ne sont pas forcément en provenance, je dirais, pour
pour faire bref et pour prendre une caricature, de climato-sceptiques. Comme les effets sur l'urbanisation, de l'artificialisation sur les critères écologiques qui ont été rappelés tout à l'heure sont différenciés selon les natures d'artificialisation, je dirais le degré de priorité de la question mérite d'être argumenté. Moi, j'y reviendrai, je trouve que s'il y avait à compléter ce rapport sur quelque chose, ça serait quand même qu'il soit plus explicite sur ce point, parce qu'il faut qu'on sache qu'il y a une critique. Nous avons sur récemment une note à Foncier en débat que nous ne publierons pas pour d'autres raisons, mais qui commente, vous voyez, il appelle ça la lutte contre l'artificialisation et contre le développement périurbain, une obsession politique irrationnelle. Bon, voilà. Alors, ces travaux et ce type d'argument existant, il faut se donner la peine, à mon avis, d'y répondre. Et ça, le glissement du constat à l'évidence de l'urgence de l'action ne va pas de lui-même. Je ne vais pas ici développer la réponse que j'y donnerai peut-être, mais ce n'est pas l'objet. Ensuite, sur les solutions, ou sur les domaines d'action que vous recensez, bon, il y a la priorité donnée à l'habitat, ça vient d'être indiqué. Alors là, ce qui me frappe et ce que je voudrais souligner, et c'est un petit peu le privilège de l'âge de pouvoir dire ça, c'est que c'est une constante. C'est-à-dire qu'au travers d'un phénomène nouveau, nous revenons à une constante de la démarche planificatrice à la française qui a été de longue date, et ça a encore été souligné très récemment par une étude passionnante de Catherine Bonvalet de l'INED. C'est une attitude constante, je dirais, de la démarche planificatrice qui est de considérer que l'attente des Français d'une partie des Français et la préférence d'une partie des Français pour la maison individuelle est une aberration qu'il faut corriger. Bon, alors, je souligne simplement cette constance. Et pour déboucher sur le fait que, malgré ça, et c'est bien malgré ça, nous avons eu le fantastique développement du périurbain qui est souligné à juste titre dans le rapport. Et c'est donc toute la question est de ne pas sous-estimer le moteur qu'il y a derrière le développement périurbain. Et j'aurais tendance à penser qu'il est un petit peu sous-estimé et que l'idée de le corriger par la création d'un récit positif, c'est peut-être un peu court. Et je pense en particulier que ce qui a développé le périurbain, c'est aussi l'aspiration au statut de propriétaire occupant. Je voudrais rappeler un chiffre qu'on n'a jamais suffisamment en tête, mais dans notre pays où il y a, grosso modo, 56%, 57% de maisons individuelles contre 43% de collectifs, pour faire vite, pour parler des logements occupés, eh bien, sur les 56% qui sont en maison individuelle, 81% sont des propriétaires. Ou, quand on retourne dans l'autre sens, être propriétaire en France, on perd de vue, quand on est parisien, que dans 80% des cas, c'est d'être propriétaire d'une maison individuelle. Je trouve que le lien entre la maison et le statut de propriétaire n'est pas assez évalué, même si c'est pour le contrecarrer. Ça, on peut en discuter. Mais si on ne voit pas les liens qu'il y a, c'est assez redoutable. Bon. Et pourquoi je dis mon inquiétude là-dessus? Parce que, encore, c'est qu'est-ce qu'on a observé dans les 40 dernières années de développement du périurbain. C'est d'une part qu'on a affiché un discours sur tout l'intérêt de la ville, on a tenu un discours sur la ville, et on a laissé faire un périurbain qui était plutôt niais. Alors, et du coup, on a quand même eu le périurbain et on l'a eu mauvais. Bon. Et je trouve que là, il y a vraiment aussi à compléter le discours par une reconstruction du périurbain. C'est quand même le statut d'occupation de 60% de nos concitoyens.
Pour avoir un discours positif, il ne faut pas tenir le discours inverse. Enfin, voilà. Donc, moi, je suis un petit peu inquiet non pas de la direction prise, mais du fait que nous pourrions sous-estimer, et on manque de temps pour les développer là, mais la puissance du moteur qui pousse le développement périurbain, et donc avoir des politiques qui aboutissent à des échecs. Merci beaucoup de ces remarques-là aussi tout à fait passionnantes. Donc, je vais vous passer la parole aux uns et aux autres. Je vous rappelle, n'hésitez pas à lever la main ou à mettre un message dans le chat si vous souhaitez intervenir. La parole est tout à fait libre, mais courte, je le rappelle. Et donc, je passe la parole à Daniel Bois. Oui, bonjour, merci. Une petite information. Chaque année, l'ADEME fait une enquête sur la perception du réchauffement climatique. Et dans cette enquête, on pose une question sur des mesures de politique publique, des mesures de politique publique destinées à limiter les GES. Et on demande aux gens si elles sont souhaitables ou pas. Il y a une douzaine de mesures qui sont proposées. Je ne vais évidemment pas vous donner le détail, mais parmi ces mesures, on cite densifier les villes en limitant l'habitat pavillonnaire au profit d'immeubles collectifs. Eh bien, les réponses, c'est qu'il y a 39% des gens qui trouvent ça souhaitable. Les autres ne trouvent pas ça souhaitable. Et parmi les 12 mesures, elle vient la 11e en pourcentage de souhaitable. Alors, évidemment, ce que disait Guillaume tout à l'heure, densifier, ce n'est pas un mot qui plaît. On pourrait le changer d'ailleurs pour voir si ça change quelque chose dans l'enquête. Mais voilà, ça donne la mesure. Juste en dessous, ce qui est encore moins souhaitable, c'est abaisser la vitesse limite sur autoroute à 110. Vous voyez, c'est cet ordre-là. Voilà, petite information. Merci Daniel de cet éclairage tout à fait intéressant qui confirme évidemment beaucoup de choses. Dominique Westand. Je mets mon micro. Oui, j'avais alors, ma première remarque, c'est pour dire que je rejoins tout à fait les remarques de Daniel et de Arnaud Bouteille. Je crois qu'on sous-estime considérablement les raisons très profondes qui font que les Français veulent une maison individuelle. Et dans les années 70, quand je faisais mes études d'architecte, c'était déjà le holà de tous les architectes et de toute l'intelligentsia contre cette espèce d'aspiration petite bourgeoise complètement méprisable. Et alors, il y avait vraiment une haine de classe, c'était frappant. Et alors, moyennant quoi, on a inventé les grands ensembles, en méconnaissant d'ailleurs ce qu'avait dit Le Corbusier, mais enfin, bon, les choses étant ce qu'elles sont, ça donnait les grands ensembles. Alors, on comprend un peu que la France, les Français soient plutôt réticents. Alors, il y a des raisons techniques d'ailleurs au fait qu'il y a une réticence contre le logement collectif. On le connaît, le problème, mais il est très dur à traiter techniquement. C'est le bruit, la transmission du bruit des voisins, etc. Ça n'a l'air de rien, mais c'est absolument des nuisances qui sont redoutées, et d'ailleurs psychologisées peut-être abusivement, et redoutées par beaucoup. Et dans la maison individuelle, une des raisons, c'est probablement qu'au moins, on s'éloigne un peu des voisins, au moins des bruits de contact, des trucs comme ça. Alors, c'est comme ça, et je suis d'accord avec les remarques qui ont été faites. J'ai peur qu'on aura beau rééduquer, faire une rééducation psychologique, je doute beaucoup qu'on y arrive. Voilà. Alors, j'avais une autre remarque sur et c'est finalement la note qui est très. Il y a beaucoup de choses très intéressantes. Elle parle plus de l'urbanisation que de l'artificialisation. L'artificialisation, moi au début, j'ai cru que c'était une note sur l'artificialisation, et je me suis dit, mais il manque plein de choses à dire, notamment sur le danger d'adopter des slogans du type zéro artificialisation nette, alors qu'on n'a pas défini rigoureusement ce que c'est que l'artificialisation. C'est des notions macro-spatiales qui conduisent à deux méthodes qui sont capables de donner des chiffres aussi divergents que la France compte un peu plus de 5% de sol artificialisé, dit l'un, et l'agriculture française, enfin le ministère de l'Agriculture dit lui, ah ben non, c'est 8 pour la même année. Je parle de l'année 2006 pour être très précis. Donc, alors, il est clair que l'étalement urbain est une vraie question urbanistique, mais il faut la poser non pas par le biais d'un concept mal défini, qui est l'artificialisation, mais peut-être on gagnerait du temps à dire que c'est à l'échelle
des documents d'urbanisme, et il faut être capable d'aller jusqu'à la parcelle pour définir. Et donc, c'est de la législation sur la construction, sur le droit de l'urbanisme, sur les plus, sur les… Voilà. Et peut-être qu'il vaudrait mieux parler à ce moment-là d'imperméabilisation, ce qui renvoie à une notion objective et mesurable assez facilement, plutôt que l'artificialisation, qui en fait, quand on creuse un peu, repose sur des notions, quand je disais c'est macro-urbanistique, c'est la notion d'agglomération de l'INSEE. L'INSEE, il fallait bien une définition, donc ils disent à chaque fois, toute construction qui est éloignée de moins de, je ne sais plus, 50 mètres ou 100 mètres d'une autre, on va considérer que ça fait partie d'une agglomération. Ah oui, mais avec un critère comme ça, vous ne savez pas si vous devez donner un permis de construire ou pas. Hein. Je suis désolé. Et alors, d'autant qu'on arrive à des questions d'autant plus baroques quand en plus, on introduit une notion supplémentaire de compensation. Merci alors, Dominique. Dominique, si tu peux, tu peux conclure peut-être pour. Oui, voilà. Est-ce que la note pourrait ou bien faire un petit avertissement, disons qu'il est surtout question d'urbanisation, ou bien traiter un peu plus de l'artificialisation et du manque de définition actuelle. Merci beaucoup. Tu apportes un élément intéressant et important sur l'imperméabilisation. Donc, je pense que Julien et peut-être Guillaume pourront réagir. Anne-Françoise, il faut ouvrir son micro. Oui, voilà, ça y est. Merci bien. Je pense. Bonjour à tous. Je voulais revenir sur des aspects plus sociologiques, on va dire, qui sont assez importants quand même. On a parlé, Dominique Eschland, je prononce mal, a parlé du bruit, et il avait tout à fait raison. C'est un élément fondamental, mais ce n'est pas aussi fondamental. Enfin, je veux dire, on s'est laissé aller à construire des immeubles collectifs mal insonorisés. Alors, si c'était admissible juste après la guerre, au moment où il y avait vraiment une crise du logement terrible, et ça n'était plus du tout dans les années 70 ou 80, où les demandes étaient, comment dirais-je, beaucoup plus maîtrisées, et on a continué à construire des immeubles très mal insonorisés. Donc, effectivement, même, il faut vraiment aller dans le haut luxe pour avoir quelque chose qui soit correct au niveau du bruit. Et je ferai remarquer que les immeubles haussmanniens, eux, sont plutôt bien insonorisés, et qu'à Paris, les gens qui habitent dans de l'ancien haussmannien n'ont pas les mêmes, je dirais, appréhensions du collectif que dans les HLM de banlieue, ça c'est sûr. Au-delà de ça, un des points importants, on a parlé des propriétaires et des locataires tout à l'heure, je suis arrivée à ce moment-là. Qu'est-ce qui pousse quelqu'un à être plutôt propriétaire? Propriétaire de maison individuelle, pardon, je dis tout ce que je veux dire, plutôt que d'être propriétaire dans du collectif, c'est tout simplement les problèmes de copropriété. C'est tout aussi bête que ça, mais entre les charges souvent extrêmement importantes et pas toujours justifiées, on dira, et pas toujours bien maîtrisées, et les mésententes entre copropriétaires sur un certain nombre de points absolument récurrents, ça n'encourage absolument pas à être en copropriété, même si en général on est en copropriété en centre-ville, ce qui peut avoir un autre intérêt, mais je crois que le fait d'être gêné par la copropriété l'emporte sur le désir d'être tranquille, exactement comme pour le bruit, on désire être tranquille. Voilà. Merci beaucoup. Oui, pardon. Oui, je repensais à la réflexion sur l'artificialisation et la perméabilité. Je suis assez d'accord avec ça. Je pense que le point le plus important, ça a été évoqué au détour d'une phrase sur les taxes de changement d'usage. Il est évident que dans des villes comme Paris en particulier, où on a en ce moment énormément de commerces de rez-de-chaussée qui sont libres, il y aurait toute une politique à faire de changement radical pour que
la transformation en appartement soit possible absolument sans compensation et sans payer de taxes. Et je peux vous assurer que là, on aurait un gain et ça assainirait probablement aussi le marché immobilier en le faisant redescendre un petit peu. Dans tous les cas, ça l'empêcherait probablement d'augmenter plus. Non, je vois Bernard Brun qui n'a pas l'air d'accord, donc je ne m'aventurerai pas plus là-dessus parce que ce n'est pas trop ma partie. Mais je pense quand même que néanmoins, trouver un appartement plus facilement dans une ville déjà construite, ben, c'est quand même meilleur plutôt que de construire du neuf et d'artificialiser. Voilà. Donc, ça me paraît être un point extrêmement important à dire dans des conclusions ou dans un programme. Ou, bon, après, tous les présidentielles ne sont pas loin. Voilà, je me tais. Très bien, merci beaucoup. Alors, Julien, quelques premières réactions sur l'urgence, sur le bruit, enfin, il y a beaucoup de choses intéressantes qui ont été dites, sur le lien propriété-maison individuelle. Alors, d'abord, peut-être réagir à ce qu'a dit Guillaume Sainteny. L'enjeu agricole, il est central, mais pour le coup, ça peut faire l'objet d'un groupe de travail dédié, quoi, hein, parce que si on veut replacer la question du foncier agricole dans l'optique de la limitation de l'artificialisation, il faut repositionner cette question-là dans la structure historique de notre système alimentaire. Donc, mais c'est un enjeu central qui est vraiment clé à creuser et il y a là aussi plein de travaux qui ont été conduits là-dessus. Bon. Sur les autres interventions, alors, si je voulais être un petit peu taquin, je dirais qu'on peut trouver plein d'explications pour ne rien faire. Expliquer que la France n'est pas si dense que ça et qu'on a plein d'espace, qu'il n'y a pas d'urgence, qu'il s'agit juste, quand on propose de construire un récit positif autour du logement collectif plus dense, de rééducation psychologique. Voilà, on peut utiliser des formules à l'emporte-pièce comme ça. Je pense que l'ambition du groupe de travail, c'était, dans cette notion de récit positif, de vraiment construire un récit politique autour du vivre ensemble qui soit positif et qui contribue à répondre aux remarques qui ont été formulées, notamment sur la difficulté à vivre en copropriété pour tout un tas de raisons qui sont d'ordre à la fois économique et sociologique. Mais c'est vraiment cette capacité qu'on peut chercher ensemble d'essayer de construire quelque chose de positif autour de nouveaux modes de logement qui soient en fait de nouveaux modes de vivre ensemble, qui est intéressante à mon sens, au-delà de la question de l'artificialisation, qui est de mon point de vue, quand même une question relativement urgente. C'est-à-dire qu'on ne peut pas balayer d'un revers de main la question de la nécessité de traduire ou d'apporter des éléments de réponse à cet enjeu-là, qu'il faille apporter des éléments de réponse qui soient vraiment adaptés aux réalités territoriales, ça c'est indiscutable. On ne peut pas traiter l'artificialisation des sols de la même manière dans une zone métropolitaine hyper dense ou dans une petite commune rurale où l'activité économique est beaucoup moins importante. Mais néanmoins, je pense qu'il y a, pour tout un tas de raisons qui sont d'ordre environnemental, mais aussi d'ordre urbanistique et d'aménagement du territoire, nécessité de traiter vraiment cette question rapidement. Et ça, on pourra éventuellement apporter des éléments complémentaires à la note si jamais ça apparaît indispensable. Voilà ce que je pouvais dire rapidement sur les différentes remarques qui ont été apportées. Oui, sur la question du statut de propriétaire, oui. Et sur le lien direct qu'il y a entre cette artificialisation et le statut de propriétaire, on l'évoque un peu dans la note, mais c'est effectivement une question assez centrale qu'il faudrait essayer d'instrumenter là aussi de manière spécifique. On n'a pas trouvé de réponse. En tout cas, on n'a pas trouvé entre nous de réponse qui soit absolue, qui permette vraiment de régler le problème, quoi. Merci. Laurence Huguel. Si elle est là. Si elle est là et si elle peut allumer sa caméra, ce serait mieux. Non. Elle ne répond pas, donc peut-être que c'est une erreur de devoir lever la main. Écoutez, je vous propose, je lui redonnerai la parole évidemment à la deuxième partie de la discussion, mais je vous propose du coup qu'on passe tout de suite à la deuxième partie de la discussion. Et donc, je repasse la parole à Julien sur la troisième proposition.
et qui permettra de relancer la discussion. Mais je vois que la discussion est déjà bien engagée sur toute une série de sujets, et donc ça ne fera que la prolonger. Julien, je te repasse la parole. Alors, la troisième proposition, en fait un peu plus classique, ou en tout cas est sans doute plus ancrée dans le débat public, qui consiste à s'appuyer sur les principes éviter, réduire, compenser pour essayer de limiter le phénomène, sachant, je le redis, que compenser l'artificialisation est, si on est un petit peu absolutiste dans la vision des fonctionnalités des sols, très difficile, voire inaccessible. Bon. Mais si on envisage la compensation comme une forme de réparation incomplète des processus d'artificialisation, il y a des instruments qui sont envisageables. Éviter l'artificialisation, ça passe par des dispositifs de réoccupation des logements et locaux vacants. Ça passe par une meilleure utilisation des friches industrielles, l'élévation de bâtis, la densification horizontale par des incitations à la division parcellaire. Donc, on a des instruments, on a des possibilités qui existent, et pour essayer de soutenir ou de renforcer ces instruments, on peut envisager notamment des dispositifs fiscaux de modulation de taxes d'aménagement ou d'autres taxes qui contribueraient ou qui faciliteraient cet évitement. Le deuxième point sur réduire, on peut utiliser aujourd'hui des matériaux et des surfaces perméables pour un certain nombre d'infrastructures, notamment les parcs de stationnement, qui vont limiter les impacts environnementaux de l'artificialisation. On peut également végétaliser, développer des infrastructures vertes pour limiter une partie des impacts de l'artificialisation. Là aussi, je le redis, c'est une possibilité de réparation qui est imparfaite, mais qui va dans le bon sens. Et puis donc, pour les aspects compensés, on peut envisager effectivement une renaturation des sols, de meilleure réutilisation des couches de terre disponibles. Ça fait partie des choses possibles, mais se pose la question du modèle économique qu'il y a derrière. Donc, éviter, réduire, compenser, ça peut être utilisé, appliqué au phénomène d'artificialisation. On a développé ou en tout cas évoqué d'autres pistes dans la note, notamment sur les questions, si je retrouve mes papiers, de mise en place de marchés de droit à artificialiser. Voilà, c'est un instrument assez théorique, mais on pourrait imaginer à terme d'avoir des dispositifs comme ça qui permettent d'avoir des droits artificialisés contre renaturation dans d'autres zones. Ça nécessiterait d'avoir derrière des instruments de contrôle, de suivi, de mesures extrêmement précis dont on ne dispose sans doute pas encore aujourd'hui, mais à terme, on pourrait l'envisager. Et puis enfin, une proposition qu'on reprend, mais qui est présente dans pas mal de rapports sur la lutte contre l'artificialisation, c'est l'utilisation de la fiscalité, avoir une composante artificialisation à la taxe d'aménagement pour pouvoir avoir des ressources facilitant de la renaturation, finançant la renaturation. On peut avoir des dispositifs de type bonus-malus qui sont envisagés, et ça fait partie donc des éléments qu'on met en discussion avec cette note. Voilà ce que je pouvais dire. Je reprends l'animation parce que Jérôme Guibert a dû partir. Merci Julien. Du coup, rapidement, avant de donner la parole aux participants, je vais réinterroger nos grands témoins par rapport à ce que vient de dire Julien sur cette troisième proposition. Donc, Guillaume de Saint-Unique, comment réagissez-vous par rapport aux propositions de Julien là, sur ce troisième aspect? Alors, je ne sais pas, vous m'entendez là ou pas? Parce que j'ai changé l'appareil. Oui, très bien. D'accord, d'accord. Bon, sur la fiscalité, la fiscalité n'est pas tout orientée, enfin, n'a pas pris en compte ce sujet. Le peu de fiscalité qu'il y a dans ce domaine, c'est en fait une fiscalité On vous entend mal. Hein. Le peu de fiscalité qu'il y a dans ce domaine, c'est le financement. Bon, je vais me déplacer. Le peu de fiscalité qu'il y a dans ce domaine, c'est on t'entend plus, on t'entend plus.
On vous entend très mal là sur le nouvel appareil. Hein. Oui, on t'entend pas. Il faut repasser sur l'autre appareil. Voilà. On a au contraire des choses, des aspects de fiscalité qui incitent plutôt à l'urbanisation. Ce qui est peut-être plus embêtant, c'est les tendances récentes qui ne vont pas dans le bon sens, me semble-t-il. On parlait tout à l'heure de la densification, même si je n'aime pas tellement le mot. Il y avait eu une réforme intéressante au moment du Grenelle. Il y en avait eu deux même. Il y avait eu on avait essayé de rendre la taxe d'aménagement un peu plus incitative. Et puis, on avait instauré une chose qui s'appelait le versement pour sous-densité. Donc, ces deux choses étaient facultatives, c'est-à-dire que les communes pouvaient instituer cette part incitative de la taxe d'aménagement et pouvaient instituer le versement pour sous-densité. Donc, c'était des choses qui étaient, comment dirais-je, qui faisaient partie, non seulement qui avaient un rôle incitatif, mais qui avaient aussi un rôle qui participait aux libertés locales, puisque ça donnait des libertés aux communes pour mettre ça en place ou pas. Le versement pour sous-densité a été supprimé dans la loi de finances pour 2021, c'est-à-dire il y a un an, alors que ça n'était pas obligatoire et que, à mon avis, c'était un bon instrument et que c'est retiré en fait une possibilité d'action à des communes qui voudraient agir dans ce domaine. Et par ailleurs, on a eu un rapport. Je dis ça parce qu'en fait, on est dans une situation paradoxale où moi, je pense que si on veut être honnête et sincère, il faut reconnaître que le quinquennat actuel a beaucoup fait dans cette affaire de lutte contre l'artificialisation, d'abord dans des discours, ensuite dans 2 circulaires très fermes envoyées au préfet, et ensuite dans la dernière loi climat-résilience qui a été votée. Je pense que dans les 2 quinquennats précédents, on a eu des discours très fermes sur le sujet, mais assez peu d'actes. Et là, on a quand même eu des actes. Mais on est dans le en même temps, puisqu'on a aussi des choses totalement contradictoires, dont celle que je viens de citer, et aussi un rapport qui est sorti il y a à peu près 1 an et demi, 2 ans, sur le développement de la logistique en France et qui explique que la France est un pays formidable pour la logistique puisque justement le foncier agricole est très bon marché et que donc c'est un élément compétitif et qui signifie qu'il faut développer beaucoup la logistique en France et qu'il faut même baisser la taxe foncière sur les entrepôts, la TIPP sur le carburant des camions pour qu'ils puissent circuler à moindre coût, etc. Donc on voit qu'on a à la fois un discours et des mesures qui sont prises et il faut s'en féliciter, mais en même temps, d'autres mesures qui vont dans le sens inverse. Voilà. Alors, simplement pour éviter, réduire, compenser, c'est évident que c'est une bonne démarche. Il y a là aussi des signes d'amélioration. Moi, je pense par exemple que la CDPENAF, la mention de la CDPENAF et sa réforme, incontestablement, on n'a pas d'études nationales là-dessus, mais dans certains cas que je peux observer localement, il y a incontestablement des effets de réduction des zones urbanisables dans les révisions de pluie grâce à la CDPENAF. Donc, je pense que c'est un bon outil et ça prouve qu'on peut quand même agir. Et ça va dans le sens d'éviter, puisqu'on réduit les surfaces urbanisables. Donc, on peut certainement faire jouer, éviter, réduire, compenser, mais on a aussi des incitations dont on ne parle pas beaucoup et qui sont quelquefois tout à fait négatives. Je pense par exemple aux quotas de logements sociaux qui servent souvent de prétexte à des communes pour urbaniser des espaces naturels sous le prétexte qu'elles n'ont pas d'autres fonciers disponibles. C'est parfois vrai, c'est parfois inexact. Voilà. Donc, je crois qu'on a un problème, encore une fois, d'intégration de ces différents piliers de politique publique qui sont mal intégrés dans un ensemble cohérent. Okay. Merci Guillaume. Je vais donner la parole à Arnaud Bouteille et puis après, je passerai aux personnes qui lèvent la main. Arnaud, que pensez-vous de cette dernière proposition ? Merci. Je voudrais juste en une phrase indiquer quand même que ce qui a été dit tout à l'heure sur l'insonorisation comporte beaucoup d'inexactitudes. D'abord, le haussmannien n'est pas bien insonorisé du tout, il faut le savoir. Ensuite, grosso modo, depuis la réglementation qui est en place sur le sujet, la construction neuve a été déplorable, indifférente à la question de l'insonorisation pendant longtemps, c'est vrai, mais ce n'est plus du tout le cas.
Et aujourd'hui, réglementairement, et de façon qui est assez contrôlée et assez sanctionnée, la construction neuve depuis une quinzaine d'années, une vingtaine d'années, présente des niveaux d'insonorisation, en tout cas très, très supérieurs aux haussmanniens, aux meilleurs haussmanniens. Donc, ce n'est pas le lieu de le développer, mais il faut quand même faire attention sur ce point. Une remarque ensuite qui a été faite en disant, lorsque j'invite à mesurer le degré d'urgence de la question artificialisation par rapport à d'autres, c'est l'explication ou le prétexte à ne rien faire. Bon, vraiment, je voudrais convaincre que c'est l'inverse. Si on est persuadé, comme moi, comme je le suis profondément, qu'il y a une urgence écologique, décider d'agir, c'est décider de porter l'effort là où il est efficace. Bon. Et donc, la vraie question, c'est est-ce que les efforts qui vont être portés sur l'artificialisation sont bien les plus efficaces? Et c'est une autre façon de poser la question, et ce n'est pas une façon de ne rien faire. Ensuite, alors, sur éviter, réduire, compenser, bon, la démarche est tout à fait logique. Je voudrais dire qu'à Foncier en débat, on a beaucoup analysé ce qui est fait, puisqu'il y a un marché de ce côté-là, au moins pour les grandes réalisations, en ce qui concerne la protection de la biodiversité. Et la formule ERC a quand même été assez fortement développée, y compris un marché qui est en place, organisé par la Caisse des dépôts, je le rappelle. On s'est quand même aperçu que c'était extrêmement malcommode et que ça avait abouti à des résultats un petit peu discutables. Et pour l'artificialisation, j'insiste beaucoup, ça a été dit tout à l'heure, mais il faut vraiment l'avoir en tête, sur le fait que ça repose sur le fait qu'on ait des définitions qui soient précises et pertinentes, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Je voudrais juste vous prendre un exemple avec la définition courante, c'est-à-dire ni naturelle, ni forestière, ni agricole. Eh bien, pour construire un parking de 1000 places autour d'un hypermarché sur un terrain de la Bourg, il suffirait, il faut y faire attention, que je trouve un grand agriculteur qui soit prêt à supprimer 3 km de chemin rural. Bon. L'un et l'autre, dans nos définitions actuelles, sont classés également artificialisés, j'insiste, et je trouve que la compensation de l'un par l'autre me paraît la plus ahurissante. Donc, c'est une mesure, non pas pour ne pas introduire cette démarche, mais de tout ce qu'il faut faire avant qu'elle soit pertinente en termes de définition, d'analyse, de savoir ce qui peut être compensé par quoi. Voilà. Merci. Je vais passer la parole à ceux qui voulaient poser des questions. Je ne sais pas si, enfin, pour réagir, je ne sais pas si Laurence Hudel, vous pouvez mettre votre caméra et votre micro parce qu'on ne vous a pas entendu tout à l'heure. Voilà, merci à vous. Ben, en fait, on ne vous entend pas du tout. Oui? Bon, on ne vous entend pas du tout, Laurence. Bon. Je vais donner la parole à Anne-Françoise alors. Ah, si, voilà, voilà. Vous vouliez prendre la parole, Laurence. J'ai laissé la main, j'aurais pu la désactiver, ça aurait été mieux. Par contre, j'en profite du coup pour répondre à une remarque qui a été faite par rapport à ce que je disais sur les logements en rez-de-chaussée en ville, où je crois Sharon Hobby m'a fait une remarque en me disant que non, c'était mal aéré, que c'était pas agréable, etc., etc. Pour disposer d'une petite maison de ville en rez-de-chaussée, je peux dire que c'est pas vrai du tout.
non seulement ce n'est pas désagréable, mais au contraire, beaucoup de gens trouvent extrêmement agréable de ne pas être tributaire d'une sortie d'immeuble et d'avoir sa propre sortie éventuellement sur rue. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, la transformation des locaux commerciaux en appartements, ça se fait déjà. Mais malheureusement, ça se fait en général dans le mauvais sens, c'est-à-dire qu'on transforme des logements en rez-de-chaussée en locaux commerciaux. Et ça, c'est facile et ça ne coûte pas cher. Et dans le sens contraire, ça représenterait un avantage qui n'est en général peu, auquel on pense peu. Ça pourrait être très souvent des logements réservés aux handicapés. On a des problèmes dans les villes construites depuis longtemps, comme Paris, Lyon, Bordeaux, etc., pour les logements handicapés qui souvent se retrouvent en périphérie, du coup, dans des logements nouveaux, ce qui leur complique beaucoup les déplacements, etc., etc. Donc, récupérer des locaux commerciaux, des boutiques non utilisées et ayant une surface suffisante pour faire au minimum un studio avec le confort normal, on va dire, serait une très bonne chose. À Paris, les boutiques, il y a beaucoup de petites boutiques, mais la plupart des boutiques sont largement assez grandes pour ça. Et donc, je pense que dans beaucoup de grandes villes, c'est à peu près le cas. Donc, je crois fermement que c'est une voie de réponse qui peut être intéressante socialement, au-delà du fait que ce soit agréable ou pas pour la plupart des gens d'habiter en rez-de-chaussée. Pour les handicapés, c'est une espèce d'obligation pour que ce soit pour eux quelque chose de confortable. Voilà. Et je retire ma main. Merci Françoise. Je vais laisser la parole juste à Laurence qui voulait parler depuis longtemps et après ce sera Bernard Brun. Laurence, on ne vous entend pas. Il faut qu'elle branche son micro. Voilà. Bon. Non, on ne vous entend pas. Bon, je vais prendre Bernard et puis après, si vous avez réglé le problème, donc à vous, Bernard. Oui, est-ce que vous m'entendez? Oui. Oui, très bien. Oui. Bien, bonjour. Je voudrais revenir sur la densité et sur le fait que le mot est peut-être pas très vendeur, entre guillemets. Il me semble qu'aujourd'hui, on est pris dans une double injonction, un peu paradoxale. C'est d'un côté, on nous dit qu'il faut faire de la densification, et de l'autre côté, on nous dit qu'il faut ramener de la nature en ville, de créer des espaces verts, des zones dans le champ, etc. Et c'est très difficile, effectivement, d'arriver à faire comprendre que c'est les deux en même temps. C'est-à-dire qu'il faut à la fois, effectivement, avoir des possibilités de densification et en même temps, pour reprendre une expression à la mode, en même temps avoir aussi des espaces verts, des espaces de nature, de pleine terre, etc. Bon, ça, c'est le premier point. Je pense qu'il faudrait bien expliquer que l'un n'est pas contradictoire par rapport à l'autre, par rapport à ça. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, je rappelle quand même que quand on parle, effectivement, ce que dit le texte, on parle avant tout d'imperméabilisation. Et je rappelle qu'un certain nombre de documents d'urbanisme, Clermont-Ferrand était le premier, mais d'autres villes suivent maintenant après Berlin, c'est effectivement des coefficients, on appelle ça coefficient de biotope, coefficient de, etc., qui permet effectivement de diminuer l'empreinte de la perméabilité par rapport au sol. Ça me semble important que dans le cadre des documents d'urbanisme, on reprenne bien ce type d'argumentaire et peut-être serait bien dans la note de réinsister aussi sur ce point-là que déjà aujourd'hui, des outils peuvent permettre de diminuer l'imperméabilisation des sols, en particulier en ville. Troisième point que je voulais dire, c'est que à propos du périurbain et des villages, il me semble que les dernières élections municipales ont montré à l'évidence que les anciens élus propriétaires fonciers, qui étaient généralement des agriculteurs dont le seul capital était le foncier, qu'ils vendaient pour en définitive contrecarrer le fait qu'ils n'avaient pas de recettes, sont en train d'être remplacés depuis la dernière élection par des rurbains qui n'ont plus du tout le même type d'intérêt et qui sont plutôt dans une logique NIMBY, c'est-à-dire je ne veux plus qu'on construise autour de chez moi. Et ça, c'est très important. Et par rapport à ça, il me semble qu'un des points qui a été énoncé, comme quoi les 43 propriétaires maisons individuelles, les 56 individuels, qui sont effectivement plutôt en périurbain, ce qu'il faut bien se rendre compte, c'est qu'à partir du moment où on devient des propriétaires, inexorablement, si on veut avoir une maintenance du village, il faut avoir de nouveau des jeunes. Et si on veut avoir des jeunes et si on n'est pas en location, on est obligé effectivement de créer de nouvelles constructions. Donc c'est un point peut-être sur lequel qui dépasse la note proprement dit, mais je pense que c'est effectivement important qu'on comprenne bien que le mécanisme même de propriété vieillissant, et j'en fais partie, fait qu'inexorablement,
si vous voulez garder l'école du village, qui est quand même le lieu social de vie, vous devez avoir de nouveaux habitants jeunes en âge de procréer. Voilà, c'était 2 ou 3 éléments que je voulais tout de suite rajouter. Merci. Merci beaucoup, Bernard. Du coup, est-ce que Laurence a pu brancher son micro ou pas? Non, on ne vous entend pas du tout, Laurence. Désolée. Je ne sais pas si vous pouvez nous écrire un mot dans la discussion. Je ne sais pas si quelqu'un d'autre veut prendre la parole tout de suite. Sinon, je vais demander à Julien Fausse de réagir par rapport à ses remarques. Peut-être. Qu'est-ce que tu en penses, Julien? J'ai pas beaucoup de points, de compléments à apporter sur la question de la logistique qui a été évoquée. Alors, je ne sais plus qui évoquait cette contradiction qu'il y avait à avoir d'un côté des politiques de lutte contre l'artificialisation des sols et puis de l'autre côté des politiques de soutien à la logistique dont on sait qu'elle s'accompagne de plus en plus de construction d'entrepôts dont l'emprise au sol est parfois gigantesque et se chiffre en plusieurs dizaines d'hectares. Il y a effectivement quelque chose qui est particulièrement contradictoire et on ne l'a pas finalement beaucoup évoqué dans la note, mais la question de la mise en cohérence des différentes politiques publiques qui, c'est vrai sur ce sujet, mais c'est vrai sur beaucoup de sujets, est toujours abordée de manière très sectorielle avec des logiques en silo, en tuyaux d'orgue. Ça nécessiterait indiscutablement d'être reposé ou redébattu pour que la limitation de l'artificialisation des sols soit vraiment présente de manière très, très transversale dans l'ensemble des politiques publiques. Voilà. Et puis, on revient toujours à cette question de foncier agricole, plus ou moins fortement. Et ça, je pense qu'il faudra vraiment que ce soit abordé. Mais je le redis, on ne peut pas aborder cette question du foncier agricole en déconnectant l'enjeu de limitation, de transformation, de perte de foncier agricole de la structure même du système alimentaire, du renouvellement des générations agricoles, etc. C'est un sujet en soi d'une très grande complexité, mais qui devra absolument être traité si on veut avoir des leviers efficaces de lutte contre l'artificialisation en général. Merci beaucoup. Il y a d'autres participants qui voudraient prendre la parole. Sinon, je ne sais pas, Guillaume et Arnaud, si vous avez quelque chose à ajouter ou... Peut-être quelques éléments en vrac. D'abord, sur ce qu'a dit Arnaud tout à l'heure, Arnaud Bouteille, je pense qu'il ne faut pas trop taper sur la séquence ERC. Sauf erreur de ma part, sa critique, il était surtout sur le volet compensation de la séquence ERC. Or, la séquence ERC, c'est un ensemble. Et il est bien clair que ce qui vient en premier, c'est éviter. On considère que c'est le mieux dans la séquence. Ensuite, c'est atténuer. Et compensation ne doit venir qu'en troisième. Ça, c'est vrai aussi bien pour la biodiversité que pour l'artificialisation, que pour tout ce qu'on veut. Alors, la tendance qui s'est développée récemment, c'est que toute cette affaire toute cette séquence remonte quand même à la loi de 76, mais simplement le volet compensation n'avait pas été vraiment mis en œuvre. Et les modifications introduites par le Grenelle de l'environnement ont fait qu'il a été mis en œuvre avec l'expérience de la Caisse des dépôts et d'autres qui ont été rappelés tout à l'heure. Bon. Mais ça ne doit pas conduire à oublier que dans ERC, il y a éviter et atténuer. Et donc, il est évident qu'en matière d'artificialisation, c'est éviter et atténuer qui sont beaucoup mieux que compenser. Et de ce point de vue-là, c'est pour ça que moi, je fais rentrer dans l'apport de la CDPENAF dans la séquence ERC, parce qu'ils permettent de mieux appliquer, me semble-t-il, la partie évitée de la séquence ERC. Et je crois que pour que cette séquence marche bien, il faut que compenser soit plus cher pour le maître d'ouvrage que éviter ou atténuer. Ça, c'est la première chose. La seconde chose, sur ce qui vient d'être dit à l'instant sur le foncier agricole, évidemment, c'est un sujet qui doit être, comme ça a été dit, abordé dans le contexte aussi bien agricole que environnemental, urbanistique, etc. Simplement, du point de vue strictement agricole, je voudrais rappeler une chose, c'est qu'on a de mémoire 350 000 exploitants agricoles et 1,3 million d'exploitants agricoles retraités. Donc, c'est une disproportion qui est très importante et qui ne va faire que croître, en tout cas à court terme. Or, qu'est-ce qui se passe? Les retraites agricoles, comme on le sait, sont très basses. Donc, un des moyens de compléter les retraites agricoles pour les exploitants agricoles qui, en général,
louent une partie des terres qu'ils exploitent, mais en possèdent une autre partie, c'est quand ils partent à la retraite de conserver les terres qui leur appartiennent et de percevoir les revenus de fermage comme complément de retraite. Mais comme ces revenus de fermage sont particulièrement bas en France, puisqu'ils ont la moitié de ce qui devrait être, et particulièrement taxés en France, et que les exploitants agricoles, au moment où ils partent à la retraite, n'obéissent plus au principe de la fiscalité des agriculteurs exploitants, ils se mettent à percevoir des revenus de complément très bas et très taxés. Bon. Ce qui est donc très défavorable aux exploitants agricoles retraités et à leur niveau de vie. Donc, la solution qu'ils adoptent à ce problème, c'est qu'au lieu de percevoir des rentes, en quelque sorte annuelles, qui viendraient grossir leur retraite, ils vendent le capital, ils vendent la terre, parce que la fiscalité sur la vente de la terre est moins élevée et la plus-value est plus importante qu'un revenu régulier. Et donc, c'est aussi ça qu'il faut prendre en compte, c'est qu'il faudrait favoriser, à mon avis, du point de vue social, pour ces gens-là, une sortie en rente annuelle plutôt qu'une sortie en capital. Merci beaucoup. Effectivement, là, sur le sujet agricole, il y a vraiment beaucoup de choses à faire au niveau du foncier. Cette remarque est vraiment pertinente. Je ne sais pas, Arnaud. Oui, deux remarques rapides. D'abord, ce que disait Guillaume Saint-Denis, c'est vrai, mes objections portaient bien sur le compensé et pas sur les autres éléments de la phase ERC, ça on est bien d'accord. Hein. Mais sur le compensé, j'insiste sur que vraiment l'expérience montre qu'il faut être attentif à qu'est-ce qui compense quoi. Et ce n'est pas évident du tout, et ça ne l'est pas dans la biodiversité, et ça l'est encore moins, me semble-t-il, dans l'artificialisation des sols. Juste, je voudrais réinterroger sur la question du prix agricole, parce que là, je suis très surpris des positions qui ont été indiquées. Les prix agricoles sont déterminés pour les raisons qui ont été très justement rappelées, et ils sont particulièrement bas, mais aujourd'hui, l'écart entre lorsqu'un terrain agricole devient terrain à bâtir, grosso modo, sa valeur unitaire au mètre carré est multipliée par un facteur aujourd'hui de l'ordre de 50. Bon. Alors, demain, si les prix agricoles sont remontés de 2 ou de, et même si on les multiplie par 5, on sera encore avec un écart de 1 à 10. C'est-à-dire que, me semble-t-il, je ne vois pas très bien comment ça pourrait atténuer cette dimension économique. Hein. Bon. Et par ailleurs, ce n'est pas facile à mettre en œuvre, pour les raisons qui ont été rappelées tout à l'heure, c'est que le système des prix agricoles, il participe de l'ensemble de l'économie agricole. Donc, ayons ces ordres de grandeur en tête. Et d'ailleurs, pour prendre l'exemple allemand, en Allemagne, on dit que quand un terrain agricole devient un terrain à bâtir, il est touché par la grâce. Hein. Et ça, malgré les prix agricoles allemands. Hein. Donc, gardons ça à l'esprit. Merci. Oui, alors, je veux bien réagir là-dessus. Alors d'abord, en effet, on passe de 1 à 50 à 1 à 10. Donc, c'est une différence quand même très importante, premièrement. Deuxièmement, le facteur principal, il n'est pas là. Il est que la détention du foncier non bâti aujourd'hui obtient une rentabilité négative. C'est le seul type d'actif en France qui a une rentabilité négative. C'est-à-dire qu'il y a une rentabilité qui est inférieure en euros constants, qui est inférieure à l'inflation. Donc, la logique de tout acteur économique qui possède du foncier non bâti, c'est de s'en défaire pour l'artificialiser. Alors, jusqu'à présent, c'était essentiellement l'urbanisation, mais maintenant, c'est aussi les énergies renouvelables, puisqu'on touche à peu près 3 000 € de l'hectare contre 140. Donc, c'est évidemment beaucoup plus avantageux, sachant que le prix des énergies renouvelables, il résulte aussi d'une intervention de l'État, mais cette fois-ci dans le bon sens, puisque ce sont des compléments de rachat qui permettent de tirer les prix vers le haut, alors que pour les prix des baux agricoles, c'est l'intervention de l'État qui permet de tirer les prix vers le bas. Donc, l'intervention de l'État accroît cet écart. Si on était en économie de marché pure et parfaite, cet écart-là serait bien moindre. Donc, le but, ce n'est pas tellement de faire en sorte que les prix du terrain agricole rejoignent les prix du terrain bâti, ça ne sera jamais le cas.
mais c'est de faire en sorte que les gens qui détiennent du foncier non bâti ne soient pas en rentabilité négative chaque année, qu'ils aient un minimum de rentabilité positive, ne serait-ce que du 1% par an. Dans ce cas-là, ils ne seraient pas contraints de vendre un actif qui est constamment en perte. Et c'est ça que parviennent à faire d'autres pays. Si on prend l'exemple de la Belgique, par exemple, qui est un système assez proche de la France, il y a aussi des loyers réglementés, mais le niveau des loyers réglementés est de à peu près 300 €, c'est-à-dire plus du double de la France, et il n'y a quasiment aucun impôt sur le revenu sur les loyers de fermage. Donc, on peut avoir un rendement positif de la terre en adoptant le système belge, par exemple. Et c'est la même chose dans d'autres pays. Alors, on gagnera toujours moins qu'en urbanisant son terrain, mais au moins, on ne sera pas en perte. Et ça, c'est une grosse différence. Et ça ne se fait pas au détriment du revenu des agriculteurs, contrairement à ce qu'on pourrait croire. Parce qu'il y a deux facteurs qui rentrent en ligne de compte. Le bas prix des loyers de fermage, mais aussi la très forte fiscalité à laquelle ils sont soumis, ce qui est tout à fait anormal, puisqu'on ne peut pas taxer un loyer diminué par 2 comme si c'était un loyer normal, puisqu'il a été diminué par 2 pour des raisons sociales. On demande, par exemple, à des gens de payer des prélèvements sociaux de 17,2% sur un loyer sur lequel ils ont déjà payé 50% de prélèvements sociaux, puisqu'il est diminué de 50% pour des raisons sociales. Donc, en fait, ils payent 50% plus 17,2 divisé par 2, c'est-à-dire un peu plus de 58% de prélèvements sociaux. Il n'y a aucun pays en Europe où les loyers de fermage payent des prélèvements sociaux. La France est le seul pays. Okay. Merci beaucoup, Guillaume, pour ces remarques. Écoutez, merci à tous. Là, on est à 7 minutes de la fin. Donc, je ne sais pas, Julien, est-ce que vous avez, à moins que quelqu'un veuille prendre la parole, est-ce que vous pourriez nous faire, réagir par rapport à ça, ou quelle serait votre conclusion? Je voudrais juste, j'ai oublié de dire quelque chose en 2 secondes. Il y a un point, je crois, qui n'est pas dans la note et qui mérite d'être rappelé, c'est que il y a aussi une partie de l'artificialisation qui est due au fait que la France applique mal certaines directives européennes, notamment la directive projet sur les études d'impact, où un certain nombre d'urbanisations, parce qu'elles sont en dessous des seuils, ne font pas l'objet d'études d'impact. Alors là-dessus, la position de l'Europe, elle est très claire. Elle a été réaffirmée il y a un peu plus de 10 ans par un arrêt qui a été suivi de plusieurs autres de la Cour de justice de l'Union européenne, qui est de dire que les États membres peuvent utiliser la méthode des seuils, c'est-à-dire pas d'études d'impact en dessous d'1 hectare, par exemple, urbanisé, à condition que ça n'empêche pas de faire des études d'impact en dessous des seuils. C'est-à-dire que la philosophie de cette directive est de dire qu'une petite urbanisation sur un endroit sensible peut avoir plus d'impacts environnementaux qu'une grande urbanisation sur un endroit pas sensible. Et de ce fait-là, il y a plein de projets urbains petits, mais qui en cumulé font beaucoup, qui n'ont même pas d'études d'impact. Et donc, dans l'étude d'impact, il y a évidemment la doctrine ERC qui s'applique, et là, elle ne peut pas s'appliquer. Donc ça, je crois que c'est important. Alors, le Conseil d'État vient de siffler la fin de la récréation par un arrêt très important du 15 avril là-dessus, où il s'aligne sur la position de la Cour de justice de l'Union européenne, et un nouveau décret devrait paraître sur ce sujet dans quelques mois, ce qui est une bonne chose. Ok, merci beaucoup. Donc, Julien. Écoutez, moi, j'ai pas grand-chose à ajouter. Merci à tous pour ces compléments. On va essayer de voir comment on peut intégrer tout ça, notamment lorsqu'il y a des points qui ont été soulevés et qui n'ont pas été évoqués dans la note. Voilà, donc merci beaucoup pour